messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. Qui de mieux placé que mon invité pour parler d'environnement? Alors, du groupe Recyclonord, je reçois sa présidente, Mme Jacinthe Châteauvert. Mme Châteauvert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Mme Châteauvert. C'est très gentil à vous. Madame Châteauvert, moi, là, si je vous demandais, bon, on se reporte en 1991. Le groupe Recyclonord a été fondé par des bénévoles. Alors, moi, ce que j'aime beaucoup là-dedans, parce qu'on parle beaucoup d'environnement. En 91, peut-être qu'on en parlait un peu moins, mais aujourd'hui, on en parle beaucoup, puis on veut sensibiliser les gens à l'environnement, protéger l'environnement. Puis je sais que vous êtes pour ça à 150%, comme on dit, puis vous jouez un rôle aussi qui est vraiment très important pour l'environnement. Mais quel est son rôle exact à cette entreprise-là? Bien, Recyclonord, c'est premièrement un groupe en environnement on a travaillé pendant des années à la mise en place de la récupération un peu en Abitibi-Ouest. Puis aujourd'hui, ben, on a créé une entreprise d'économie sociale qui s'appelle la ressourcerie Le Filon Vert. C'est ça. On va revenir sur ça. Mais le rôle de Recyclonord, dans le fond, c'est vraiment notre but, c'est de sensibiliser la population puis les inciter à faire une bonne gestion de leurs matières résiduelles, en commençant par le premier R qui est dans les 3 RV, qui est la réduction à la source. Donc, de réduire notre consommation, d'essayer de choisir des produits qui sont moins emballés, etc. Ça, c'est une forme de réduction. Puis, on y va avec les autres R ensuite, qui est réutilisation. Oui, ça aussi. C'est un peu ce qu'on fait à la ressourcerie. La valorisation également, parce qu'on offre, on fait des formations sur le compostage domestique depuis plusieurs années. Et ça, c'est une forme de réduction à la source, puis une forme de valorisation de matière qu'on aurait envoyée là, à l'enfouissement. Donc, le rôle de Recyclonord là, est vraiment basé sur la bonne gestion des matières résiduelles. Une chose qui est importante, Mme Châteauvert, puis vous avez effleuré un peu le sujet, puis on va aller plus en profondeur dedans, c'est la sensibilisation de la population à vraiment à participer. Puis quand j'entends à participer, là, à protéger l'environnement. Parce que si on participe, on va protéger l'environnement à ce moment-là. Est-ce que ça a été une étape difficile pour sensibiliser la population? Puis est-ce que la population collabore à vraiment l'environnement? Bien, c'est un travail de tous les jours. C'est pas nécessairement facile. Il faut être persistant. Et oui, les gens collaborent, mais il y a encore du travail à faire parce qu'il y a une partie de la population qui ne voit peut-être pas encore l'importance d'une bonne gestion des matières résiduelles ou la protection de l'environnement. Il faut encore travailler, puis toujours travailler. Il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans le milieu, il y a des jeunes qui poussent un peu sur nous pour dire, ben là, qu'est-ce qui se passe dans ces affaires-là? Donc, il faut aller vers eux, puis continuer la sensibilisation. C'est rien de simple, mais c'est un travail de longue haleine qu'on réalise, nous, en faisant toutes sortes de choses. On offre des formations sur le compostage domestique. On en a une pour les enfants. On a une autre... Oui, ça c'est bien. C'est bien parce que quand vous parlez que vous en avez une pour les enfants, c'est la base. C'est là qu'il faut commencer. Parce que si on sensibilise les enfants, qu'on leur montre c'est quoi, puis le bien de ça, bien, ça va continuer. Fait quand ils vont arriver à l'âge adulte, qu'ils vont avoir une famille, peu importe, ça va continuer. Fait que je pense que la base, elle est là. Oui, puis ça, c'est nouveau quand même. On en a donné pour la population générale pendant des années. Là, récemment, on en a une qui est prête. On va aller justement en garderie pour aller faire de la sensibilisation avec eux. Et la semaine prochaine, je vais aussi dans une classe là, de primaire à la Sarre, où est-ce que le professeur avec ses étudiants veulent commencer à faire du compostage dans leur classe et éventuellement dans les écoles. Fait que tu sais, c'est du travail qu'on fait régulièrement et qu'on offre nos services. La récupération, on en parle beaucoup. Puis c'est bien aussi, les gens, je pense, sont sensibilisés à la récupération parce que quand on passe un peu partout, puis qu'on voit les bacs de récupération, plus souvent qu'autrement, les bacs sont pleins. Donc, ça veut dire que les gens participent. Mais une chose peut-être qui est un petit peu plus difficile, le compostage domestique.
c'est pas tellement encore, je sais pas, là, je me fie sur vous pour la réponse parce que ça, il me semble qu'on n'en voit pas beaucoup. C'est vrai que c'est un peu caché peut-être, c'est en arrière des bâtisses, en arrière des maisons. On ne met pas ça en avant sur le bord de la rue. Mais est-ce que le compostage domestique, les gens participent et commencent vraiment à être sensibilisés à ça? Bien, je pense que oui. En tout cas, pour voir les participations qu'on a eues depuis une dizaine d'années Oui. dans les formations sur le compostage qu'on a fait, je pense que oui, les gens viennent et prennent un peu la recette, disent bon, ben on va commencer à en faire. OK. Ça paraît peut-être pas toujours parce que bon, en milieu rural, c'est plus facile. Puis c'est souvent, comme vous dites, derrière les Oui, maisons, c'est ça, c'est qu'on met ça etc., loin un peu, etc. Puis en milieu urbain, ben les gens ont la possibilité d'avoir un composteur. Et ça a été quand même bien avec la MRC d'Abitibi-Ouest oui. qu'on a offert des composteurs à des prix vraiment à rabais. Oui, oui. Donc ça l'incite aussi des gens qui sont plus en ville à faire du compostage. Parce que le compostage, c'est une réduction à la source. Oui. Parce que cette matière-là, on l'aurait mis dans notre bac vert et on aurait été l'enfouir quelque part. Tandis que si on le garde chez nous, ben on le valorise puis on s'en sert chez nous pour Exactement, voilà, nos exactement. plates-bandes, notre pelouse, nos jardins. D'où c'est important, c'est qu'on s'en sert après. Exactement. Parce Fait que- qu'on a une double impact sur l'environnement. On réduit à la source et on réutilise des matières pour engraisser nos terrains au lieu d'en acheter. Et voilà. Vous avez parlé tantôt de la ressourcerie. C'était un projet en 2004 qui a vu le jour en mai 2012, Oui. si je me souviens bien. Donc, c'est le filon vert. Qu'est-ce qu'une ressourcerie? Puis quel est son rôle également? Bien, une ressourcerie, dans le fond, c'est un lieu physique où est-ce qu'on peut venir déposer nos matières que nous autres, on ne veut plus, soit qu'on veut changer, n'avoir du neuf, ou qu'on n'a plus besoin de ces appareils-là. On déménage, on fait du ménage. Nous, on vous en débarrasse. On ne paye pas pour ces matières-là. On les vraiment, vous nous les donnez. OK. Nous, on les vérifie pour s'assurer qu'ils fonctionnent, même si les gens nous disent qu'ils fonctionnent, mais on vérifie quand même pour donner comme un sceau. Et on les revend, on les réutilise ou on les valorise. Et on en a vraiment beaucoup de matière à la ressourcerie, là. C'est vraiment un lieu privilégié pour ceux qui veulent faire une consommation responsable, qui veulent faire une consommation aussi parce qu'ils ont des moyens moindres et Oui, c'est ça. aussi juste parce qu'ils veulent faire attention à l'environnement puis ils disent, ben j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de neuf. Ça, usagé, ça ferait bien mon C'est affaire. ça. Fait que les objets qui sont récupérés, on a les meubles électroménagers, vaisselle, articles, déco, livres, jouets, articles de sport, bon, loisirs, quincaillerie, appareils électroniques, musique, film, il y a portes, fenêtres, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, si des personnes qui nous écoutent, hey, moi, là, j'arrête quoi, là, à envoyer, qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces personnes-là? Ben, ils viennent se rendre, ils se rendent à la ressourcerie avec leur matériel. Elle est située au 129 3e Avenue Est à La Sarre, OK. qui est derrière le Maxi, là. Ah, OK, À OK. côté du Maxi, là. Il y a une clôture, puis il y a des locations d'entrepôts. Ah, C'est là OK. qu'est située la ressourcerie. Et il y a quelqu'un qui est à la réception, notre employé Stéphane Morin, qui va vous recevoir, qui va vous demander de quel endroit vous venez, parce qu'on pèse toutes les matières, puis on tient des statistiques là-dessus. OK. Puis pour savoir le tonnage qu'on détourne de l'enfouissement. Puis on veut savoir aussi d'où ça vient pour se situer à travers l'Abitibi-Ouest, de quelle municipalité Oui, ça exactement. provient. OK. Parce que vous prévoyez détourner environ 125 tonnes de matière résiduelle des sites à enfouissement. C'est énorme. C'est un gros travail. On ne l'a Oui. pas atteint encore, mais on augmente tout le temps la quantité de matière là, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps. Et aussi, c'est de la création d'emplois aussi, Oui, il faut on le a dire. Donc, quand même créé 4 exactement. emplois. Fait que on récupère et puis on crée de l'emploi. Mais quoi de mieux? Il n'y a pas quelque chose de mieux. Maintenant, il suffit juste de continuer à venir mener vos choses à la ressourcerie. Voilà, exactement. Et vous pouvez aussi devenir membre du groupe Recyclo Nord qui démontre là, à nos bailleurs de fonds ou à notre milieu C'est qu'on ça. est soutenu moralement. Individuel de 5 organisme 10 les municipalités PME 25 puis les grandes entreprises institutions 50 Madame Chantervert, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission et on en sait beaucoup plus. Puis on invite les gens surtout à continuer à travailler pour l'environnement, puis servez-vous de la
ressourcerie Le Filon Vert. Merci beaucoup, madame. Bien, merci aussi. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. L'automne, avec ses pluies glaciales, ses vents, souvent du nord, c'est sûrement un signe que l'hiver, bien malheureusement pour quelques-uns, heureusement pour d'autres, mais que l'hiver est à nos portes. Alors, profitons-en peut-être pour faire un ménage de notre pharmacie, puis aussi en même temps, quoi garder dans la pharmacie, soit en cas de rhume, en cas de grippe et d'autres symptômes, d'autres maux. Alors, pour nous en parler, je reçois notre toujours fort sympathique pharmacienne attachée à notre émission depuis quelques années. Alors, c'est la pharmacienne de la pharmacie Brunet de La Sarre, Mme Sylvie Larouche. Mme Sylvie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Hey, je m'étais ennuyé de vous, moi. Moi aussi. Ah, bon, voilà. Bien contente de revenir. Fait que là, pensez pas à rien de spécial. Là. Tu sais, bon, là, je l'ai dit, c'est ma pharmacienne préférée. On ne dira pas fort. On ne dira pas fort. Alors, Mme Sylvie, oui? Bon, c'est sûr que l'automne, mais en tout cas, moi, je calcule que c'est pas mal le temps idéal pour faire un ménage de la pharmacie. Puis ça, là, peut-être, j'ai envie de rire parce que quand je vous ai dit ça, quand je vous ai appelé et je vous ai dit ça, j'ai regardé dans ma pharmacie et avec mon épouse, hey, il y a des médicaments que ça fait 15 ans qu'ils sont là. Ça se peut-tu qu'on les fasse disparaître? Mais encore là, on va en parler. On ne jette pas ça partout. Là. Non, okay? exactement. Mais je pense que c'est important de faire un bon ménage là, dans la pharmacie. Puis, les petites dates qui sont expirées là, je pense que là, il faut y voir ça. Absolument. Aussi, là, ouais. Parce que il y a des produits qui ont des dates d'expiration qui sont importantes. Effectivement, si la date est passée, non, il faut vraiment pas les prendre. Pourquoi? Parce que en général, les produits ne deviennent pas nécessairement toxiques, mais c'est des produits qui peuvent quand même... on ne peut pas savoir quelle efficacité on va avoir de ces produits-là. Donc, est-ce que ça va être... Vous dites que l'effet peut être diminué. Absolument. Okay. Absolument. Okay. Ou nul, complètement. C'est ça. Fait que tout dépendant qu'est-ce qu'il y en est. Comme je dis, rarement, les produits vont devenir des produits, ils vont se décomposer en devenant toxiques, mais c'est vraiment pas des produits où on peut se fier. Donc, souvent, on va prendre ça, puis il n'y aura pas de résultat. Dites-moi une chose, là, vitement, OK? Bon, il y a une date expirée, là. Bon, on va donner un exemple. Expirée le 25 octobre 2014. On est le 28 octobre. Ça, en général... On peut dépasser de combien de temps? Ou c'est mieux de ne pas dépasser, tout simplement? C'est sûr qu'idéalement, on ne dépasse pas. On ne dépasse pas, idéalement, OK. Oui. Souvent, on va voir plus un mois et une année que une journée. Oui, par exemple, c'est vrai. C'est souvent, mettons, septembre 2014. OK. En général, on peut le garder pour le mois de septembre au complet. Comme ici, marqué, là, on a un exemple que je viens d'avoir. Là, expiration 05-2016. Mai 2016. C'est ça, exactement. Okay. Donc, normalement, c'est sûr qu'il y a des produits, par contre, tout dépendant où est-ce qu'on les garde, on va en parler tout à l'heure. Oui, ça aussi, tout dépendant où est-ce qu'on les garde, vont périmer plus vite que la date d'expiration aussi. Je te donne un exemple. Des gouttes pour les yeux. Okay. En gouttes, vraiment. Tout ce qui est gouttes pour les yeux, dès qu'on l'ouvre, ça change. C'est-à-dire qu'on doit les garder un mois. Parce qu'après un mois, tout ce qui va dans les yeux, c'est stérile à la base. La bouteille, c'est stérilisé. Et il n'y a pas d'agent de conservation. Pourquoi? Parce que ça serait trop irritant pour les yeux. Donc, comme il n'y a pas d'agent de conservation, quand on les ouvre, c'est un mois et ensuite on les jette. Donc, idéalement, quand on va l'utiliser pour la première fois, on devrait marquer une date. Et un mois plus tard, il faut les jeter. Les ouverts. Oui. Donc, tout ce qui est goutte pour les yeux, en général. Donc, on ne garde pas ça indéfiniment jusqu'à la date d'expiration du produit dans notre pharmacie. Il faut vraiment les jeter après un mois. Parce que sinon, ça peut être contaminant. On peut se contaminer les yeux avec ces produits-là. Fait que les dates d'expiration, c'est la loi. C'est la loi pour les aliments, ce qu'on appelle aliments et drogues. Les aliments, ils ont une date d'expiration. C'est une obligation. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il faut attendre pour les jeter. Parce que si, par exemple, une crème, quand on arrive pour s'en servir,
c'est déphasé, comme de l'huile qui sort, ou elle a changé de couleur, ou en odeur. Elle n'est pas expirée, mais il faut l'acheter quand même. Et l'efficacité à ce moment-là aussi laisse à Absolument. désirer beaucoup. Là. Exactement. Là, oui, ici, on a là, des médicaments, mais on va, avant de passer à ces médicaments-là, qui sont à peu près tous pour le rhume, la grippe, etc., j'aimerais juste, moi, que, c'est beau dire qu'il faut, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à dans le rajouter, fond, c'est là. un petit peu, il faut s'en débarrasser, pas n'importe comment, comme Voilà, tu disais. exactement. On prend pas ça. C'est ce à quoi je voulais en venir. C'est ça, Parce dans que l'environnement. Il me semble qu'il y a beaucoup de personnes qui semblent se débarrasser de ces... On va parler de pilules. On les vide dans la toilette, tire la chaîne, puis là, ça vient de s'en aller. Exactement. On est correct. Ça, là, non. C'est pas recommandé. Vous savez que dans toutes vos pharmacies, on a tous, par obligation aussi, on fait affaire avec des compagnies qui vont venir ramasser les médicaments expirés, les vieilles seringues à insuline, les produits toxiques et dangereux. Nous, on paye pour ça. Okay. Donc, on fait affaire avec une compagnie qui vient 2 ou 3 fois par année, tout dépendant, qui nous laisse des espèces de seaux où on va éliminer les médicaments que les gens nous rapportent ou les nôtres, nos médicaments qui sont expirés. Et on les fait, la compagnie vient, scelle les contenants et les amène pour une destruction sécuritaire pour l'environnement. Okay. Donc, c'est vraiment écologique, c'est vraiment sécuritaire. Et il y a quelques compagnies qui le font selon les bannières, selon les pharmacies. Mais on fait tous affaire avec une compagnie. Je ne crois pas qu'il y ait... Selon notre loi, nous, on est obligés de faire ça. Donc, idéalement, les rapporter à la pharmacie. Rapporter à n'importe quelle pharmacie. Oui. Vous allez simplement voir la personne au comptoir, c'est expiré, j'aimerais que ce soit, j'aimerais en disposer. Exactement. Et à partir de là, c'est sûr que c'est fait en bonne et due forme. C'est fait à l'intérieur des lois, parce que les lois sont très, très, très sévères sur ça. Oui, il y a eu beaucoup de contamination, des eaux et tout ça. Oui. Là, il y a quelque chose, parce que je prenais il n'y a pas tellement longtemps, certains médicaments, bien là, ça serait mieux que ce ne soit pas dans la pharmacie de la chambre de bain, parce que s'il y a un endroit qui est humide dans une maison, c'est bien une chambre de bain, bain, douche, etc. J'arrête là, puis je vous laisse parler. Tu n'es pas le seul, parce que c'est sûr qu'on dit toujours que même ils vendent dans les quincailleries, ces choses-là, des armoires à pharmacie. Je vous dirais que pour les plasters, ça peut aller, là, les bandages, des choses comme ça, mais c'est sûr qu'idéalement, il ne faut pas conserver des médicaments à l'endroit où il y a plus de, je vous dirais surtout une douche, qui cause beaucoup de vapeur, ou quelqu'un qui prend des bains c'est des bains qu'ils vont prendre, ou que c'est combiné bain-douche, ces choses-là, parce que l'humidité est quand même assez importante. Par contre, il y a des salles de bain où on va servir salle d'eau, si on veut. Oui. Ça peut aller, là. C'est quand même pas là où il y a le plus d'humidité. C'est sûr que les médicaments sont fragiles, en général, à la température, à l'humidité, au rayonnement du soleil, l'exposition au soleil. Écoute, j'ai déjà vu, moi, des personnes garder des médicaments vraiment sur la fenêtre, le rebord en haut du lavabo, sur le rebord d'une fenêtre. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Donc, exposé à la chaleur, exposé au rayonnement du soleil, exposé à l'humidité. Non, il faut essayer d'éviter. Donc, dans des tiroirs. Tout dépendant si on a des jeunes enfants aussi, c'est préférable de garder des places où c'est encore plus sécuritaire, très haut. Mais c'est généralement des places que la température est relativement stable, qu'il n'y a pas trop de variation, pas trop d'humidité. Où il n'y a pas d'exposition directement au soleil, donc plus à la noirceur. Là, vous avez quand même un certain combo très efficace. C'est un petit peu ça, dans le fond, qu'il faut faire. Parce que il y a des médicaments que les gens vont prendre journalièrement. OK? C'est sûr. Il y a des médicaments comme ceux qui prennent des médicaments pour la tension artérielle, pour le cholestérol. Ça, entre autres, là, on en nomme 2. Est-ce que c'est bon de les laisser sur le comptoir de la cuisine? C'est sûr que si, ça dépend où est-ce qu'est votre comptoir de cuisine. Es-tu proche de votre cuisinière? Est-ce qu'il est proche d'une fenêtre? D'une source de chaleur. Mais il y a une chose, par exemple, c'est que souvent les gens vont penser,
le fait de le voir, vont penser plus facilement à prendre leurs médicaments du matin, par exemple. C'est ça que les gens disent, je le mets à la vue pour y penser. C'est ça. Mais écoutez, un autre truc, si jamais vous prenez toujours un petit café ou un thé le matin ou un chocolat chaud ou bon, quelque chose, un petit verre de jus d'orange, vous pourriez toujours le serrer, par exemple, dans l'armoire où vous mettez votre tasse de café. Okay. C'est un petit peu plus à l'abri. Encore là, dans les comptoirs, ça peut être un bon indice ou à la table de la cuisine, tout dépendant, comme je vous dis, des facteurs de soleil, d'humidité, de chaleur. À un moment donné aussi, il faut penser, je vais me dire, écoute, si je le cache dans le fond de ma garde-robe, c'est sûr, je n'y penserais pas. Je penserais pas. Donc, il y a des choses à faire attention. Puis, il y a des bouteilles aussi qui sont intéressantes parce qu'ils protègent quand même contre la lumière, contre la lumière. Oui, c'est ça. Donc, autrement dit, c'est délaissé le plus loin possible d'une source de chaleur. Et d'humidité. De l'humidité et de ne pas, même si on a un coffret, un pilulier ou je ne sais pas, ce serait peut-être une petite dosette, c'est ça. Une petite dosette qu'on pourrait garder quand même assez près d'assez près de l'action, si on veut, pour y penser, mais en tenant compte, si vous avez un doute, vous pouvez demander au pharmacien, on va vous aider là-dedans un petit peu. Là. Avant de passer aux onguents, puis aux désinfectants de plaies, j'aimerais qu'on jette un regard ici là, sur ce que nous avons là. Bon, ça, ce sont des produits, là, quand on regarde, beaucoup pour les rhumes, les grippes. C'est ça. Bien, un petit peu, qu'est-ce qu'on doit garder en pharmacie, par exemple, dans justement notre pharmacie de secours ou de soins. Okay. On se demandait un petit peu pour le rhume, parce qu'on sait qu'il y en a, ça recommence malheureusement. J'ai des petits virus qui courent en ce moment. Ah oui, c'est sûr. Donc, les petits rhumes qui nous guettent, vu que l'automne s'en vient, l'hiver s'en vient. Qu'est-ce qu'on devrait garder, en fait, dans notre armoire à pharmacie? Moi, je privilégie. Vraiment, si vous voulez garder quelque chose au cas où que ça arrive à 6h05, puis moi, je ferme à 6h, là, on est mal pris. Exactement. Des choses des médicaments, en fait, qui soignent le plus possible un symptôme ou un ou deux symptômes à la fois, au lieu d'une multitude de symptômes, parce que rarement, on va avoir toujours le même genre de rhume. Donc, qui touche tous les symptômes. Les espèces de tout en un, par exemple. Je vous donne un petit peu comme ça ici. Là. Justement, ce qu'on appelle un tout en un. Là, je ne veux pas faire de publicité, comme je disais toujours, c'est juste que j'ai pris des choses comme ça. C'est ça, mais on est là pour aider les gens. C'est ça. Donc, dans les tout en un, si on regarde le descriptif, vraiment, on a de tout. Là. Si on fait de la fièvre, il y a des Tylenol à l'intérieur. On a, si on est congestionné ou le nez qui coule. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup, là. Il y en a beaucoup. On parle de douleur, fièvre, mal de tête, mucosité, congestion nasale, toux sèche, éternuement, frisson, écoulement nasal, mal de... Est-ce que vous avez vraiment tout ça à chaque fois que vous avez un rhume? Si vous avez tout ça en même temps, on est malade. Non, c'est ça. Puis écoutez, je vais me faire un plaisir, si vous avez tous ces symptômes-là, de vous le conseiller, parce que c'est ce que ça vous prend. Mais généralement, on commence avec un petit mal de gorge, on est petit passé, tout ça. Puis finalement, on a une petite toux, mais ça peut être une toux grasse ou une toux sèche. Ça aussi, donc, là-dedans, il y a les deux. Mais je ne peux pas vous arrêter de tousser puis vous faire tousser en même temps. Là. Je ne peux pas vous aider à décrocher si je vous empêche de tousser. C'est vrai. Fait que, mais là-dedans, il y a les deux. Mais c'est pas logique. Mais il y en a qui vont le prendre. Absolument. Le tout en un. Absolument. Mais on est là pour conseiller les gens. Fait que, mais seulement disons que selon vous, selon peut-être un peu tout le monde, c'est peut-être pas trop à conseiller parce qu'on n'a pas, comme vous dites si bien, on n'a pas tout ça là, en même temps. Là. Et ça peut nous rendre malades, plus que des fois, ça peut nous aider parce qu'on a un ingrédient qui ne nous fait pas, mais lequel ne vous fait pas dans tout ça? On ne sait pas. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Puis il faut vraiment avoir tous ces symptômes pour l'encourager. Mais ils ont fait quand même quelque chose pour c'était très vendeur, là. C'est ça, mais exactement. Moi, je préfère vraiment garder des choses un petit peu plus simples. Là, vous prenez ce que vous avez besoin. Une chose qui est importante, parce que là, je vous bouscule un petit peu, là, mais une chose qui est importante que vous me disiez avant qu'on rentre en ondes, il y a ici un néocitérant pour rhume et grippe. OK? Bon, ça, là, on le voit bien. OK? On a l'autre ici, oui, OK. La nuit, celle-là, c'est pour le jour. Sans somnolence, rhume et sinus. Mais ce que vous me disiez, qui est très important, il y a des personnes qui vont prendre ça, puis pour se soulager, ils vont prendre Tylenol sinus. Jour-nuit, combiné ou... Puis, dans ça, il y a de ça. Exactement. Donc,
On travaille en double. On travaille en double. C'est comme si vous prendriez 2 fois la dose de médicaments. Il faut faire attention dans ces produits-là. C'est pas qu'ils sont mauvais, au contraire. Non, absolument pas. Première des choses, il faut le diluer dans la quantité de liquide qu'ils recommandent. Il faut tout le boire parce que c'est médicamenté. C'est pas juste une boisson. Sinon, faites-vous une tisane au citron, là. Mais sinon, vous allez avoir quand même une hydratation. Mais si vous prenez de ces genres de produits-là, j'ai souvent, les gens me disent, ben oui, mais je prends ça, puis je prends aussi un autre produit tout en un ou un produit rhume et sinus. Fait qu'ils prennent les deux sans savoir que finalement, ça contient exactement la même chose. Donc, vous dédoublez vos doses. Vous doublez vos doses. Pas vous dédoublez, mais vous les doublez. Donc, faire attention à ça. Ces produits-là sont médicamentés. Fait que c'est donc dire que, encore une fois, on va le dire, c'est le conseil du pharmacien, de la pharmacienne. Parce que, aussi, il y a des personnes qui vont prendre une médication pour peu importe quoi, tension artérielle, exactement, peu importe, ça peut venir en contraste avec ce genre de médicament-là. Fait que, ayons pas peur des mots, là. Il n'est pas bon d'arriver à la pharmacie, OK, moi, je ramasse ça. Fait que si j'ai la grippe, je pourrais prendre ça. Exactement. Ça serait sans bon de conseil, savoir. oui, surtout si vous prenez des médicaments. Voilà, exactement. Puis même à ça, c'est de savoir prendre les bons produits. Est-ce que c'est bon, ça, Sylvie? Est-ce que c'est recommandé, ça, de prendre ça dans mon cas? Et ça va nous faire plaisir. On est là pour ça. C'est la beauté de notre métier, d'être capable de vous conseiller. Ne pas avoir peur de demander l'aide du pharmacien, de la pharmacienne. Ils sont là pour ça aussi. Exactement. Ils ne sont pas en arrière à compter des petites pilules tout le temps. Ils sont là pour conseiller. Exactement. Le comptage de pilules, on laisse ça à nos bonnes techniciennes qui sont merveilleuses pour ça, puis font moins d'erreurs que nous. À mon Rémi au pas, je sais, avec plaisir. On va faire autre chose. Il me fait signe qu'il reste une minute. Très vitement, les onguents. Ça aussi, là, tu sais, des fois, là, je me suis brûlé, aïe, je me suis coupé, puis je vais faire cicatriser, j'ai un petit onguent pour ça. Ça aussi, il faut faire attention parce que des fois, c'est mieux de laisser la plaie guérir par elle-même que la bourrer, si on peut dire ça comme ça, d'onguents, d'antibiotiques et tout ça, quand on n'en a pas besoin. Les antibiotiques sont là pour vraiment, s'il y a une plaie qui a vraiment un potentiel de risque d'infection ou qui est déjà infectée. Comme ça, le petit tube d'onguent qui s'est marqué dessus, là, vous désinfectez. Des petites choses comme ça, des petits onguents antibiotiques. Là, nous fait des gros signes. Non, c'est fini. Madame Sylvie, merci beaucoup. Puis on va se revoir aussi un petit peu plus tard, quand la neige sera arrivée pour d'autres bons conseils de pharmaciens et pharmaciennes. Merci beaucoup, madame. Ça me fait plaisir, toujours. C'est réciproque, soyez assurés de ça. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.